Alors, donc, aujourd'hui, c'est la suite d'hier. C'est le deuxième débat donc, autour du modèle français, le modèle culturel français, deux points, un modèle vivant. Comme je l'ai dit hier, je n'ai pas voulu mettre le point d'interrogation, parce que j'avais un peu envie de, comme je vous l'ai dit, je m'excuse pour ceux qui étaient là hier, c'est une redite, mais j'avais envie d'un peu de changer, de sortir de la vision décliniste, rien ne va plus, la question, l'approche nostalgique, ah avant c'était mieux, ou une sorte de réflexion qui n'en est pas vraiment une, de opportuniste, c'est-à-dire il faut changer de logiciel, comme je le disais hier encore une fois. On ne sait pas de quel logiciel on parle et on ne sait pas quel changement vraiment il faut faire. Donc, moi, je dis le modèle français, il est vivant. Pourquoi? Parce qu'il est perfectible, parce qu'il est polymorphe, parce qu'il est en évolution, parce qu'il a su, à certains moments, trouver des réponses institutionnelles à des faits nouveaux. Tout ça, c'est les signes du vivant. Et il reste vivant, il restera vivant à condition qu'on s'en occupe. Et la meilleure façon de s'en occuper, c'est de le critiquer. Parce que contrairement à ce qu'une idée répandue, qui est trop répandue, semble-t-il, dans la profession, qui est qu'on a une réserve par rapport à l'action critique, parce qu'on dit, oui, mais que si on critique, on dévoile des faiblesses, et là, on apporte, vous savez, c'est ce qu'on disait à la grande époque de 68 avec l'Union soviétique, il fallait surtout pas critiquer l'Union soviétique parce qu'on apportait de l'eau au moulin de l'ennemi. Ben moi, je pense le contraire. Je pense que moins on critique, plus on apporte de l'eau au moulin de l'ennemi, plus on se met en état de faiblesse. Donc, ce matin comme hier, eh bien, on va essayer d'en faire la démonstration inverse. Voilà. Donc, le modèle français, deux gros piliers, encore une fois comme hier. Un premier pilier qui a été l'équipement sur l'ensemble du territoire d'institutions, de lieux consacrés à la création artistique, où les artistes pouvaient produire, fabriquer, présenter des œuvres. Deuxième grand pilier, eh bien, le service public, c'est-à-dire l'accès de tous aux œuvres, ce qu'on appelle plus communément la démocratie culturelle, la démocratisation culturelle. Et ça, ce sont vraiment les deux piliers fondateurs du modèle français et qui est toujours en action et qu'il faut plus que jamais préserver et autour duquel il faut réfléchir. Alors, ce matin, la question est autour de l'accès à la culture. Alors ça, c'est un sujet qui revient sans arrêt. La déclaration de Villeurbanne, le non public, on est en plein au cœur de cette question. Et en même temps, on voit bien que cette question est très difficile à appréhender parce qu'elle est très compliquée, beaucoup plus compliquée qu'elle ne le paraît. Et puis parce que à chaque fois que cette question est abordée, très très rapidement, ça vire à la polémique. Quand un certain nombre de chercheurs, etc., se sont interrogés sur la réussite de la démocratisation culturelle, tout de suite, il y a eu « mais nos salles sont pleines ». Moi, j'ai entendu ça, « nos salles sont pleines ». Oui, c'est vrai, mais elles sont pleines de qui? Elles sont pleines devant quoi? Et selon quelle procédure? Si maintenant l'indicateur majeur, c'est le taux de remplissage, évidemment, là, il y a un petit problème. Il y a un petit problème parce que si on ne présente les œuvres que dans des salles qui ont des jauges de 250 pour une représentation, évidemment, les salles sont pleines. Si on présente des œuvres dans une salle de 600, 700 pour une série de représentations, elles risquent d'être moins pleines. Mais au final, on sait tous qu'il y aura beaucoup plus d'individus citoyens qui auront assisté à ce travail. C'est ces questions-là qu'il faut aborder avec franchise, avec courage, et il ne faut pas se draper en disant « non, non, mais on veut nous… » Toujours un sentiment de citadelle assiégée. Et ça, il faut sortir de cette citadelle assiégée, il faut passer. Et les gens qui sont là, réunis ce matin, sont des exemples. Non pas de francs-tireurs, parce que je crois que c'est pas la guerre civile, hein, mais qui sont des gens qui, là où ils sont l'illustration de cette volonté à la fois de l'exigence artistique et dans ce mouvement vers la société, vers les différentes composantes de la société. Voilà, mais je ne vais pas en dire plus parce que je vais leur laisser la parole et je vais commencer par Anita Mathieu, qui
qui est tout de suite à ma gauche. Comme ça, au moins, elle sera moins angoissée, comme ça, elle va passer la première. Bon, alors Anita, avec Anita, on se connaît très bien parce qu'on a travaillé ensemble à la ferme du Buisson, à Marne-la-Vallée, mais c'est pas pour ça que je l'ai invitée. Mais Anita dirige les rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis. Alors, Seine-Saint-Denis, c'est plus connu sous le nom de 9-3, hein, le fameux 9-3. Et dans ce département qui réunit toutes les difficultés du pays, dans ce département, Anita fait vivre un festival très exigeant de danse contemporaine. Et donc j'aimerais, Anita, parce que tu cites très beau texte de Rainer Maria Rilke, hein, que j'aimerais lire. Tu dis, nous devons accepter notre existence aussi loin qu'elle puisse aller. Tout, même l'inouï, doit être possible. C'est là, au fond, le seul courage que l'on exige de nous, être assez courageux pour accueillir ce qui peut venir à notre rencontre de plus étrange, de plus extravagant et de plus inexplicable. Et je crois que tu essaies, à chaque édition des rencontres, de mettre cette pensée de Rainer Maria Rilke en action. Alors j'aimerais que tu nous expliques ce qui pourrait paraître un peu comme une chose un peu incongrue. Pourquoi ce festival de danse contemporaine dans ce département, sachant que je crois qu'il y a le temps du festival, j'aimerais que tu parles aussi de ce temps du festival et tout ce qui est fait avant. Et voilà, je te laisse développer cette question. Voilà, tu prends ce micro. Voilà. Bonjour. En fait, l'histoire des rencontres chorégraphiques, c'est assez atypique. Dans les années 80, l'histoire de la danse française qui surgit et qui a été vraiment reconnue par Jack Lang en 84 avec la création du théâtre contemporain de la danse, a permis, je pense, de franchir au milieu de la danse contemporaine voilà, un grand pas et atteindre une certaine reconnaissance. Voilà, moi, je suis arrivée, je n'ai fait que 2 années de ce qu'on appelait à l'époque la compétition, voilà, issue du concours de Bagnolet, mais ce concours, dans les années 80, a été essentiel pour l'histoire de la danse. Et à mon arrivée en Seine-Saint-Denis, je suis très attachée à la banlieue, je suis moi-même issue de Nanterre, où j'ai rencontré dans le passé Fabien, mais la Seine-Saint-Denis, c'est un département où, effectivement, c'est plus d'1 million, je crois, 600 000 habitants, c'est 40 villes, une diversité de villes aussi assez surprenante. Et je me suis dit qu'à un moment, de toute façon, les artistes, ils devaient être payés, et dans une compétition, ils ne le sont pas s'ils n'obtiennent pas un prix, ou un 2e prix, ou un 3e prix. Et donc, je me suis dit qu'il fallait aussi créer un festival à l'image de la société, à l'image de la diversité du monde. Et mon intérêt, c'était vraiment de l'ouvrir sur l'international. Alors, c'est un peu l'image de marque là, du festival à l'heure actuelle. C'est une prise de risque, c'est voilà, comment on traverse ce monde et comment, à travers l'imaginaire des artistes, on l'exprime par des formes qui sont très différentes, qui sont parfois plus performatives ou plus radicales. C'est vraiment aussi une écriture qui, moi, m'intéresse, peut-être parce qu'elle est aussi peut-être liée à des événements assez importants dans l'histoire de l'art. La mission importante, le département représente quand même 57% du budget du festival. La région Île-de-France, 2%, avec un don généreux de 25 000 €, tout ça, c'est quand même assez dur quand on aborde aussi la situation économique. La DRAC, c'est 10% plus 3% sur le SDAT, qui sont les actions territoriales. Et sans le département, les rencontres chorégraphiques n'existent plus. Donc je veux aussi reconnaître la confiance et aussi, la volonté de laisser un peu ce festival qui est nomade, qui est itinérant avec tout le charme, mais les réelles difficultés de cette itinérance et la complexité, parce que je dépends aussi beaucoup de l'hospitalité.
l'hospitalité des directeurs de CDN, des théâtres de ville ou de lieux un peu plus informels comme la Main-d'œuvre ou le Colombier. Mais c'est vraiment des réalités que je traverse et que je trouve qu'à l'heure actuelle, elles sont aussi de plus en plus difficiles parce qu'on est tous un peu sous la pression économique en permanence. Donc ce volet du festival qui reste très emblématique dans la Seine-Saint-Denis, qui est aussi reconnu par beaucoup de professionnels qui viennent y découvrir des jeunes artistes qui parfois font le buzz tout de suite ou un peu plus tard, est aussi accompagné d'une action qui est fondamentale pour le département, qu'on appelle les actions territoriales, les actions de sensibilisation. Et c'est vrai que je vais dire qu'on a une très grande expertise, un savoir-faire avec les établissements scolaires, mais on est à peu près dans une réalité de 11 dispositifs chaque année qui sont assez éprouvants: culture lien social, culture santé, culture justice, les classes PAC, les arts au collège, les résidences territoriales en établissement scolaire, les contrats de ville. Enfin, c'est un schéma qui est de plus en plus éprouvant. Parce que tu as l'air d'en faire un peu la critique, excuse-moi de te couper, tu as l'impression qu'il y a quelque chose, on sent, de fastidieux, de devoir pour chaque action de mobiliser des dispositifs, etc. Et voilà, c'est intéressant que tu abordes cette question parce que la ministre en a parlé hier, justement. Parce que déjà, cette simplification qu'il faudrait quand même sur toutes ces questions, parce que si on fait un grand plan, excuse-moi, d'action culturelle, d'action artistique, il serait peut-être bien de réviser tous ces dispositifs qui sont visiblement très compliqués. Il faut aussi dire que l'équipe des rencontres est composée de 8 personnes, 8 permanents. Au moment du festival, on est 13 ou 14. Donc c'est aussi une toute petite équipe et on intervient sur le plan de la sensibilisation artistique à peu près sur entre 11 et 15 villes. Ça dépend des années. Mais par exemple, on est devant des écrans à remplir, des tableaux chaque année qui sont quand même très laborieux et dont on a des réponses toujours tardivement. Et on a déjà mis en œuvre ces projets parce que l'année scolaire, elle a un rythme sur lequel on doit s'appliquer un peu sur ce schéma-là. Et je pense qu'à un moment, pour des sommes dérisoires tout le temps, je trouve que ça nous fragilise, ça fragilise aussi le contenu des projets parce que pour nous, en Seine-Saint-Denis, c'est 21 équipes artistiques et que d'une part je paye, parce que parfois un chorégraphe veut être associé à un auteur, à un compositeur ou à un interprète de sa compagnie. C'est quand même à peu près 1200 heures d'ateliers, tu vois, et autour de ces ateliers de pratique artistique, parce qu'en même temps ces ateliers, c'est quand même, effectivement, c'est l'accès à la culture qui est vraiment très important, mais c'est aussi le développement de l'imaginaire, le développement du rapport à soi, du lien à l'autre. On sait que voilà, ces questions, elles sont récurrentes dans nos pratiques, mais pour moi, elles sont essentielles. C'est vrai que je pense que le schéma de l'éducation artistique dans les établissements scolaires, on est exemplaire parce qu'on a pratiqué ça depuis très longtemps. C'est vrai que ce qui me soucie, moi, maintenant, en Seine-Saint-Denis, c'est comment aborder la question des habitants. Parce que ces habitants, que ce soit des femmes en très grande précarité qui sont astreintes, qui sont maintenant seules avec plusieurs enfants abandonnés, ou les personnes non francophones qui arrivent pour des raisons liées à l'immigration ou à l'espoir d'un Eldorado économique en France, qui sont vraiment très enfermés et très isolés. C'est comment aussi on peut, c'est pas prétentieux, mais aussi les amener à un intérêt, à une pratique culturelle, à un regard sur des œuvres, à la rencontre avec les artistes. Et ça, c'est pour moi aussi vraiment très important de le développer. Alors, je ne sais pas si on est vraiment bien formé pour cerner les questions profondes, humanitaires que ça traverse, parce qu'on a des compétences, mais celle-là demande aussi des sensibilités particulières. Mais c'est vraiment, je pense, à l'heure actuelle, en Seine-Saint-Denis, un travail que je veux poursuivre et renforcer et développer. Merci Anita, on reviendra sur ces questions. Je vais interroger maintenant Laurent Bell. Alors, parce que
tu as une relation limitrophe avec la Seine-Saint-Denis, puisque la Philharmonie a été construite en limite de Paris, hein, je crois que c'est le 19e arrondissement. Puis un jour, je t'avais posé la question, et il y a une sorte de bras comme ça qui sort du bâtiment de Jean Nouvel, et tu m'avais dit ce bras montre l'autre côté du périphérique, c'est-à-dire la banlieue, quoi, et cette banlieue particulière. Donc, je rappelle la Philharmonie, ouverture le 14 janvier 2015, et 3 ans après, 1 140 000, alors les chiffres valent ce qu'ils valent, hein, mais enfin, en même temps, ça dit quand même quelque chose. Hein. 1 140 000 visiteurs, 600 000 spectateurs, et pour ceux qui sont allés, j'en fais partie, assister à des concerts à la Philharmonie, ben, on est quand même assez surpris. Hein. On est assez surpris parce que, incontestablement, il y a un rajeunissement des publics. Incontestablement, et on le voit à des détails que sont l'habillement, que sont les gens qui arrivent avec un sandwich et qui mangent leur sandwich à l'entracte, etc. Il y a des signes comme ça qui montrent qu'il y a une diversité sociale incontestable, qu'il y a les codes habituels de la salle Pleyel, visiblement. Une grande partie des gens qui sont là ne les connaissent pas et viennent à la Philharmonie. Alors, il y a deux questions. Il y a une question que je vais te poser sur il n'y a pas de secret. Hein, je veux dire, c'est pas, tu n'as pas claqué dans tes doigts ou frappé dans les mains et dire voilà, je voudrais que. Il y a visiblement tout un processus, une réflexion qui a été menée. Je sais que tu as beaucoup travaillé aussi sur la question du numérique par rapport à la Philharmonie. J'aimerais que tu développes ça, parce que je crois que c'est important pour chacun d'entre nous ici d'en connaître plus en détail. Et puis la deuxième chose, qui est un point sur lequel que tu soulèves d'ailleurs, tu as 50% de recettes propres. Et cette question pose évidemment, parce que tu sais que les financements publics vont être au mieux sanctuarisés, comme le disait la ministre hier soir, au mieux sanctuarisés. Donc tu as un prix de place avec un très grand éventail de prix de place, et tu dis à un moment donné, là je suis quand même un peu coincé, parce que si je continue un effort sur le prix du billet, je vais me créer une contradiction de mon équilibre financier. C'est-à-dire que quelque part, l'obligation de l'équilibre financier peut jouer et joue contre cette volonté de démocratisation culturelle qui inspire la Philharmonie. Voilà, autour de ces deux thèmes. Voilà, merci. Alors, peut-être essayons de poser une première base. Et pour ce faire, je voudrais juste rebondir un tout petit peu sur notre prélude, mai 68, et notamment l'intervention de Denis Guénoun. En fait, en 68, là tu parles de musique, je dirais presque malheureusement, entre guillemets, la musique n'était pas à Villeurbanne. Bon, je pense même que la musique était inquiète par Villeurbanne. Je parle de la musique au sens soutenu par les pouvoirs publics. Les modèles, on peut l'appliquer un peu au théâtre aussi, mais alors de manière vraiment caricaturale à la musique. Les modèles de transmission de la musique étaient des modèles hérités du passé, structurés en partie au XIXe siècle, je ne vais pas faire un cours ici, et bien sûr par un prolongement au XXe siècle. Avec une partie commune avec le théâtre, c'est que les lieux en tant qu'expression architecturale sont des lieux quand même très caricaturaux, exposés dans les centres-villes, ou quand ils migrent, si vous prenez Paris, on commence au Châtelet, on migre parallèlement en même temps l'Opéra Garnier, et puis après on va dans les quartiers de l'Ouest parisien, Théâtre des Champs-Élysées, Salle Pleyel. Bon, la migration s'est toujours faite vers les quartiers aisés en musique. Et ce ne sont pas des lieux de vie, parce que tout simplement la conception au départ ne permet pas de l'envisager. Vous avez des salles, vous avez des foyers,
Et puis après, au fil du temps, il a fallu trouver des astuces pour mettre un peu de restauration, quelques ateliers, quelques espaces de conférences, etc. Donc ce sont des lieux qui ont toujours privilégié, d'une certaine manière, à leur corps défendant, malgré les initiatives prises après par des équipes qui ont essayé d'améliorer ça, le mélomane, le connaisseur, à une autre démarche qui eût été l'élargissement des publics. Bon. Et d'une certaine manière, bien sûr, qu'il existe des contre-modèles qui se sont développés, mais je rappelle que si on situe les scènes nationales comme étant l'un de ces contre-modèles, ils sont très peu investis par la musique, soyons sincères. C'est quand même le théâtre qui a dominé historiquement dans les scènes nationales, même si Grenoble présente un contre-modèle intéressant. Bon. Et donc, les contre-modèles existent assez peu en musique, même si, effectivement, l'introduction du soutien de l'État et des collectivités locales vers des cultures et des musiques non savantes a introduit des financements de lieux mieux positionnés, notamment à la marge et non pas dans les centres. Bon. Ça, c'est pour la partie historique, pour bien comprendre où les pouvoirs publics, et dans mon cas, où la ville de Paris et où l'État se trouvaient, on va dire, encore dans les années longues et après. Bon. Donc, si j'essaye de ramener ça au cas de la question de la Philharmonie, je dirais qu'il y avait nécessité d'essayer d'imaginer un des modèles possibles de transmission de la musique qui soit vraiment un modèle qui prenne en compte le contexte de la société dans laquelle on vit à la fin du XXe siècle, à l'époque, et qui soit un modèle qui essaye de relier, de trouver la structure qui va réunir ce que les usages de notre société ont tendance à diviser. D'où le positionnement géographique au parc de la Villette, comme tu l'as dit, en essayant, même à travers le geste symbolique de Jean Nouvel, de dépasser la barrière du périphérique avec ce bras tendu. Mais cela s'est mis en place dès la fin du XXe siècle, parce que la Philharmonie ne peut pas se comprendre si on n'inclut pas la Cité de la musique et si on n'inclut pas sa présence dans ce dispositif où coexistent la Grande Halle, la Cité des Sciences, le Zénith, un conservatoire. Donc il faut penser à tout ça. Bon. Donc d'où le problème de la localisation, d'où le problème dès l'architecture d'un lieu qui considère à part égale le concert. Certes, il y a 3 salles de concert, il y a la salle magique, mais il y a autant d'espaces éducatifs, de transmission. On a plus de, je ne sais pas, 2000, 2500 mètres carrés dévolus à la transmission éducative sous toutes ses formes. Et un modèle qui repense aussi la transmission patrimoniale, non seulement un musée, parce qu'on sait que les collections sont difficiles à faire vivre, mais des expositions temporaires qui permettent aussi d'autres modes de relations avec tout type de public. Dès lors, si on réfléchit comme ça, on ne peut plus défendre la dimension spécialisée du monde musical. C'est comme ça que s'est structuré le monde musical. Il y a un champ classique, prétendument savant, qui lui-même est décomposé entre baroque, classique et création contemporaine, et il y a d'autres musiques d'expression populaire. Chez nous, on a fait le parti pris d'avoir une colonne vertébrale historique, du Moyen-Âge à la plus jeune création, et de côtoyer cette colonne vertébrale avec les expressions qui peuvent être plus liées à l'oralité, que ça traverse le jazz, certaines cultures pop, et surtout de confronter la culture occidentale avec les autres cultures du monde, qu'il s'agisse du Japon, d'une exposition qu'on va faire sur les musiques arabes, de la Syrie, mais aussi de la Chine qui arrive prochainement. Bon. Donc, quand on met tous ces éléments, il faut bien comprendre que pour arriver au projet que j'ai défini, nous avons pris des risques considérables. Par exemple, les équipes éducatives pédagogiques sont bien plus importantes que les équipes liées au concert, à la Philharmonie. Aujourd'hui, nous avons potentiellement plus de 100 personnes
qui œuvrent sur le dispositif éducatif. Il n'y a pas de miracle. Quand tu parles d'1 200 000, par exemple, spectateurs, 600 000 sont dévolus au public, 300 000 autour du pôle transmission patrimoniale, musée, exposition, et 300 000, ce qui ne veut rien dire en termes de quantité, je cite ça juste pour qu'on comprenne en termes de proportion, liés à l'action éducative sur toutes ses formes. Et pour rajeunir les publics, si j'en viens à la question, ça veut dire qu'on peut tout à fait venir à la Philharmonie déjà à travers les concerts, mais des concerts de tous ordres, comme on peut décider de venir à la pédagogie pour des ateliers toujours dans la dimension collective. Donc là aussi, il y a une volonté de rompre avec le modèle traditionnel de transmission de la musique. Si vous allez dans les conservatoires et autres, vous savez que c'est une transmission individuelle. Nous partons sur des travaux qui ont été menés en Amérique du Sud de transmission collective, où les enfants ou les adultes, si on choisit les adultes, n'ont pas besoin d'avoir la moindre notion de solfège et sont tout de suite mis en relation physique avec les instruments. Donc vous arrivez en week-end, vous pouvez même aller jusqu'à dire je vais au concert, mes enfants sont dans les ateliers et on se rejoint après pour aller voir une exposition ou faire autre chose. Ce qui conduit effectivement à considérer que dans ma stratégie d'équilibre que tu citais, la tarification en week-end est beaucoup plus abordable qu'en semaine où nous savons, parce que j'ai les statistiques à l'appui, qu'il est beaucoup plus difficile d'attirer en soirée le jeune public, les enfants, voire même plus difficile d'attirer le public de Stein, par exemple, pour prendre parce qu'il aura un problème de retour, parce que si ce public est jeune, a des enfants, il ne pourra pas faire le choix de venir chez nous et de payer une nounou pour ses enfants. Bon, donc c'est vraiment, quand on lit en détail la programmation chez nous, on voit ce double jeu, par exemple, de week-end. Bon. Donc ce qu'il faut bien comprendre, alors après, si on essaye de relier ce que les usages divisent, il faut aller plus loin. Et ce plus loin, et d'ailleurs j'en remercie les détracteurs de la Philharmonie qui se sont opposés pendant les 10 ans de travaux, parce qu'ils nous ont obligés nous-mêmes à nous remettre en cause, en expliquant que c'était une hérésie d'aller mettre dans un quartier populaire un lieu comme celui-là, alors qu'on sait que la musique classique ne représentera jamais les jeunes générations parce qu'elles se sont accaparées d'autres modes de culture, sans même réfléchir que si vous menez un travail éducatif avec des tout petits enfants de 7 à 8 ans, ils n'ont aucune représentation, ce sont les adultes qui structurent des représentations qui divisent, éventuellement la question des adolescents qui ont des pratiques générationnelles, mais pas les jeunes enfants. Donc toute cette polémique nous a conduit à aller plus loin et à également essayer de réfléchir à la structure qui relie l'international qu'on représente, parce que bien évidemment, je pense qu'aujourd'hui, on est le lieu au monde qui attire le plus de grandes formations internationales et le local. Et c'est ce qui m'a conduit, dès 2010, en plein travaux, à vouloir commencer l'initiation d'orchestres d'enfants vivant dans des quartiers politiques de la ville, hérités du modèle vénézuélien, et ces orchestres d'enfants, d'abord 2 en Seine-Saint-Denis, et dans les Hauts-de-Seine, quartier politique de la ville. Peut-être pour nos amis qui sont là, expliquer ce que c'est que le projet Demos, hein, parce que c'est de ça dont tu parles, parce que je crois que c'est totalement, enfin moi je l'ai découvert comme ça en travaillant notre débat, et j'aimerais bien que tu expliques comment ça fonctionne, Demos. Et le nombre, et combien il y en a actuellement en France, combien de nouvelles opérations vont venir. Première chose, lutter contre l'idée que... Alors, lutter contre une réalité, plutôt. La réalité, nous n'avons pas d'études, parce que les gens ne veulent pas d'études. Là, nous en lançons une, mais on ne sait pas à quoi comparer. Donc, on a des vagues sentiments, moyenne d'âge du public, des lieux culturels soutenus par le secteur public en musique, âge médian 60 ans, dit-on. Après, chacun dit bien sûr que lui, il est en dessous, mais c'est ce qui ressort des études macro
tels que le ministère de la Culture les a lancés. Public plutôt aisé, public plutôt féminin, très peu d'enfants, parce qu'ils ont le temps, puisque c'est une pratique. Vous savez qu'il y a des spectateurs mélomanes, ils vont à 100, 150 concerts par an. Bon, donc c'est vraiment un public très structuré et malheureusement qui ne s'ouvre pas. Bon. Donc, premièrement, il s'agit, à travers un travail mené sur le terrain, de lutter contre toute une façon de penser la musique classique, qui rejaillit aussi dans les conservatoires, où vous voyez également la même structuration s'opérer dans les origines sociales, les quartiers, etc. Pour ce faire, on met en avant la dimension collective, car quand vous travaillez en orchestre, vous remettez complètement en cause toute la pédagogie telle qu'elle est pensée historiquement. Et pour ce faire, on remet en cause un a priori historique qui est qu'il faut d'abord avoir des fondamentaux de connaissances, donc on va dire le solfège pour faire court, avant de pouvoir jouer. Or là, on joue d'abord et le solfège ne vient qu'après 1 an ou 2 ans. Ça, c'est la base. Après, bien sûr, c'est compliqué. Il faut s'inscrire dans la durée, donc nos orchestres doivent s'inscrire dans la durée. Il faut s'inscrire dans une certaine intensité, 2 fois par semaine. On a très vite développé le fait que les musiciens doivent parler aux travailleurs sociaux. On fait autant de musiciens que de travailleurs sociaux attachés à un orchestre. Et en testant le modèle, bien entendu, nous refusons le pilotage central de la Philharmonie. Chaque fois que nous créons un orchestre, nous le copilotons avec une structure locale et nous travaillons avec les collectivités locales l'inclusion finale, peut-être dans 3, 4, 5 ans, des enfants dans le dispositif des conservatoires. Donc on en a créé 4 en 2010, on est allé à une dizaine en 2012 en allant vers l'Aisne et également une expérimentation en Isère. Et à partir de 2015, on va dire, après les vagues d'attentats, on a décidé d'aller à 30 orchestres en France. Ces 30 orchestres se situent dans les principales régions, incluant un orchestre en Guadeloupe et un orchestre en Martinique. Le coût d'un orchestre, c'est 270 000 € par an, donc on a une opération à 8 millions d'euros. Les différents échelons de l'État central, les différents ministères, parce qu'il y a le ministère de la Ville, il y a le ministère aussi concernant les territoires d'outre-mer, le ministère de la Culture, représentent dans ces 8 millions à peu près 2 millions, les collectivités locales à peu près 3, et nous, Philharmonie, allons avec vers la société civile qui apporte 3 millions d'euros par an. Et ça m'amène aussi à évoquer le débat. Oui, nous avons 50% de recettes propres. Oui, nous avons réussi ce développement énorme grâce au soutien de l'État et de la ville de Paris. Quand je suis arrivé, j'étais dans une structure qui avait 24 millions de subventions quand le bâtiment n'était pas construit pour mener à bien tous les concerts, le musée, etc., etc. Aujourd'hui, les 24 sont devenus à peu près 40 par l'inclusion du soutien supplémentaire lié à la Philharmonie de la ville de Paris et de l'État. Mais j'avais que 4 millions quand je suis arrivé de recettes propres et aujourd'hui j'ai 42 millions. C'est-à-dire qu'on a multiplié par 10. Ça veut dire effectivement un équilibre sur les recettes générées par le 1,2 million de spectateurs, étant entendu que beaucoup ne payent pas quand ils sont en dispositif éducatif, vous imaginez bien, et par tout le travail de recherche, de développement, mécénat et autres. D'où le fait que, bien évidemment, le développement est une question d'équilibre, et le développement s'explique dans cet équilibre et dans la relation que j'arrive à trouver sur les partenaires internationaux et également le déploiement de notre système dans les régions. Merci Laurent.